je ne sais pas pour vous, mais pour moi, avant d'être un vrai plaisir, choisir un vin a longtemps été une sorte d'épreuve. Qu'est-ce que je vais prendre? Comment être sûr de faire un bon choix sans pour autant me faire assassiner sur le prix? Alors j'y suis allé petit à petit. La première façon de ne pas se tromper, c'est mettre le prix. Au-delà de 25-30 euros chez un caviste ou à fortiori un supermarché, vous êtes quasiment sûr d'avoir un vin déjà de très bonne tenue. Mais au fond, ça ne fait pas un achat très impliquant et si le vin est bon, d'accord, mais vous ne tirez pas une fierté particulière à l'avoir trouvé. Alors, quelle région, quelle appellation, quel domaine? Petit à petit, j'ai mis en place une sorte de stratégie. De proche en proche, je suis passé d'un domaine à l'autre. Et au bout de quelques temps, quel plaisir, quelle fierté d'entrer chez le caviste, plein d'assurance. Alors moi, les vins que j'aime, ce sont surtout des Bourgogne blancs qui arrivent à marier une belle minéralité avec la présence du fruit, quelque chose qui est du corps, sans pour autant être dans l'excès de matière, beurré, mais pas trop en quelque sorte, voyez? Et là-dessus, le caviste vous fait son regard entendu, du genre « j'ai ce qu'il vous faut ». Oui, parce que si c'est un bon caviste, il a toujours ce qu'il vous faut. Si tout se passe bien, vous allez vous régaler et vous prendrez bien soin de noter dans un coin de votre tête que ce Rully du domaine machin est d'un excellent rapport qualité-prix. Vous avez déjà hâte de rejouer aux connaisseurs, quasi experts des Bourgogne blancs. Et puis assez vite, ça suffit plus. Vous voulez vous attaquer à une autre région pour goûter d'autres types de vins et que vous comprenez qu'en fait, vous savez rien. Que vos maigres repères acquis sur le chardonnay ne valent pas grand-chose avec le chenin de la Loire. Vous acceptez enfin qu'en vin, il faut surtout être ouvert aux expériences et ne jamais perdre son humilité de néophyte. Laurent Delceau, ici présent, vous le direz. En vin, on ne sait jamais rien, on apprend toujours. Alors si vous le voulez bien, apprenons ensemble. Ce 5e épisode s'intitule « Les terres dorées du Beaujolais ». Bienvenue dans la terre à boire. Bonsoir à tous, on commence ce 5e épisode avec autour de la table, on n'est plus 3, on est 4. Laurent Delceau, bonsoir. Bonsoir. Patrice Defay, bonsoir. Bonsoir. Et un nouvel invité, Philippe Viette, bonsoir. Bonsoir à tous. Philippe, on est ravis de t'avoir, tu es le nouveau parce que Patrice et Laurent, je ne les présente plus. Laurent qui a son bar à vin dans le 9e, Wine Therapy, Patrice qui est un grand amateur qui nous a tout raconté lors des derniers épisodes sur la vallée du Rhône. Philippe, toi, tu es quasiment vigneron aujourd'hui. Quasiment, on va dire ça. Ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé un cheminement pour me reconvertir dans la production de vin. Après une quinzaine d'années dans le monde de l'informatique et du conseil. Et donc, depuis 2015, là, je me forme en France chez un vigneron du Beaujolais qui produit des très beaux moulins à vent. Qu'on va goûter. Dans une prochaine émission. Voilà. Ce ne sera pas le vin de ce soir, mais ce sera un vin de bientôt. Exactement. Que tu vas nous présenter. Et puis, je me forme également en Australie, dans un autre domaine au sud de Melbourne. Voilà, donc, les prochaines étapes de mon projet, c'est le lycée viticole à Beaune. Et ensuite, l'installation... L'installation définitive. Pour de bon. En Beaujolais, voilà. Tu sais déjà que ce sera en Beaujolais? Ça sera en Beaujolais. J'ai déjà fait un premier essai de vinif là, sur une demi-tonne là, il y a un mois. Ce sera ta demi-tonne. C'est tout frais. Voilà. Les vendanges viennent juste de se terminer. Les vendanges viennent juste de se terminer. Là. Tout est en élevage depuis 2 semaines. Dans quelle appellation? Chénin. Voilà. D'accord. Donc affaire à suivre. Quand est-ce qu'on va pouvoir goûter ça? Aux alentours d'avril, mai de l'année prochaine. D'accord. Voilà. Ça prend un peu de temps à faire des vins. Hein. Il faut de la patience. Philippe, on est ravis de t'avoir parce que on avait déjà prévu de toute façon de passer le mois de novembre sur le Beaujolais pour la cause du Beaujolais nouveau. Vous m'avez vu venir. C'est une bonne cause. C'est une bonne cause et on va en parler dans un instant. Et donc on est ravis de t'avoir parce que tu es au cœur du truc. Tu connais le domaine, tu connais les domaines, tu connais le territoire. Et avec toi, on va pouvoir défricher un petit peu cette histoire de Beaujolais. Et c'est parti, on écoute un petit son. J'ai trouvé ça. Mon ami, j'ai enfin goûté le vin. Après dîner, j'étais là, regardant en loin, en pensant à vous, à moi. Je suis fier car il est rare. Ah oui, il est rare. La robe transparente, il est orgueilleux et distingué, il vous plaira, je suis heureuse. En souhaitant que ces dons de Dieu puissent nous rapprocher un jour, le reste c'est personnel. Ça me donne soif. Pourquoi? Ça me donne soif. C'est un extrait d'un film de 1978 qui s'appelle Le Beaujolais nouveau est arrivé, tout simplement.
Un film qui est adapté d'un roman de René Fallet, paru en 1975, si j'ai bien lu. Les cinéphiles auront reconnu évidemment la voix de Jean Carmet, amateur de vin devant l'éternel. L'autre star du film, c'est Michel Galabru. Ce petit passage, pas là par hasard, d'abord ça concerne le Beaujolais, puis ça nous permet de dire tout de suite que c'est pas tellement le vin primeur en fait qui va nous intéresser aujourd'hui. On parle beaucoup du Beaujolais nouveau, on va en parler énormément le troisième jeudi de novembre, par exemple. Pardon, je commence déjà à faire des bêtises. Mais en fait, ce qui va nous intéresser plus, c'est les crus du Beaujolais. Parce que Beaujolais, je l'avais dit déjà dans une précédente émission, on a le sentiment qui souffre un petit peu de cette présence du Beaujolais nouveau, qui prend un peu toute la place en termes de communication, alors qu'en fait, en Beaujolais, on a des vins excellents. Vous n'allez pas me contredire, messieurs? Oui. Certainement pas. Et on va commencer par un vin que j'espère excellent. Il est déjà dans les verres et on va le goûter. Et Patrice, c'est toi qui l'as apporté, c'est toi qui l'as présenté. Donc. Le Beaujolais, alors déjà, c'est une région qui va en gros du sud de Mâcon à Villefranche-sur-Saône, à l'est de la Saône, plutôt globalement un territoire de collines, on va dire, qui vont entre 250 et 600 mètres d'altitude. Donc ça, c'est pour l'aspect un peu plus géographique. Et puis, il y a 12 appellations au Beaujolais, enfin 3 dans l'absolu, c'est-à-dire qu'il y a 10 crus Beaujolais Village et l'appellation Beaujolais. Et on va se les lister là. Et après, il y a les 10 crus qu'on peut s'amuser à lister. Alors, 2 appellations qui ne sont pas des crus, c'est Beaujolais Village. Exactement. Et maintenant les crus, allez, chacun son tour. Alors, on a Moulin à Vent, Morgan, Juliena, Saint-Amour, ouais. Chéna. Fleurier. Moi j'ai Chirouble en tête, c'est celui que je préfère. Fleury, Chirouble, Brouilly, Côte de Brouilly. Régnier, Côte de Brouilly et Brouilly. Voilà. Je crois qu'on les a tous. Hein. Ouais, ma main est pleine de 10 doigts et je les ai comptés. Voilà. Donc il y a ces 10 crus et ensuite en gros qui sont plutôt au nord, plutôt sur des sols à tendance volcanique, granitique. Ensuite on va voir les Beaujolais Villages qui sont juste en dessous et globalement les appellations Beaujolais qui sont le plus au sud, plutôt sur des sols calcaires. Voilà. D'accord. Et puis on est globalement sur 2 cépages principaux, Quasimodo, Gamay et Chardonnay, qui est l'objet du vin ici. Parce que oui, effectivement, on fait du blanc en Beaujolais. C'est ce qui m'a paru intéressant. Première surprise de présenter. Plutôt au sud, sur les sols calcaires, parce que le Chardonnay issu de la Bourgogne n'est pas très... ne s'épanouit pas très bien sur les sols granitiques et volcaniques. Donc il a plutôt tendance à s'épanouir sur des sols de type, comme c'est le cas en Bourgogne, je dirais classique, au nord, sur des sols plutôt argileux ou calcaires. Voilà. On a déjà parlé 3 fois de Bourgogne, donc disons tout de suite, on est dans un territoire qui est proche de la Bourgogne. C'est considéré, en termes administratifs, Philippe. C'est considéré comme la Bourgogne, d'un point de vue... administratif. Ouais, administratif. Sur la partie 71, en fait, c'est le Beaujolais, vous avez la Saône-et-Loire, donc 71. Donc c'est ce qui est juste en dessous de Mâcon. Oui, et ensuite, il y a la partie 69. Qui se rapproche de Villefranche. Qui se rapproche de Villefranche et qui est le Rhône. Il y a un cru qui est à cheval sur les deux, sur le 71 et le 69, je crois que si je me souviens bien, c'est le Juliena. Voilà. Mais voilà, donc les vins qui sont en 71 ont le droit de porter la mention vin de Bourgogne. Voilà. Bon, sachant que de toute façon, le Beaujolais et la Bourgogne, dans l'aspect vin, ils ont des relations un petit peu conflictuelles et proches, puisque Gamay est plutôt un village de Bourgogne, alors que Chardonnay est plutôt un bourgage de Bourgogne-Sud, du côté de Puy-Fissé. Voilà. D'accord. Puisque les cépages portent aussi le nom de village, on imagine que, historiquement, on pense très fortement, parce qu'il y a toujours des petits doutes d'analyse, que les noms des cépages sont issus de ces 2 villages. Voilà. Il y a même des doutes d'analyse. Hein. On va pas creuser les doutes d'analyse. Non, mais voilà. Chardonnay, donc le vin de ce soir. Alors Chardonnay, qu'est-ce qu'on goûte ? Déjà, la première caractéristique, c'est que Chardonnay, c'est juste à peu près 2% du territoire planté en Beaujolais. Donc c'est peanuts, c'est très peu. Ça a plutôt tendance d'ailleurs à pas augmenter. Il n'y a pas de mouvement. C'est à peu près 200 hectares, donc ça reste quand même assez confidentiel. On va être au sud chez quelqu'un d'assez connu en Beaujolais qui s'appelle Jean-Paul Brun. Citons d'abord déjà le vin. On est sur un vin. Qu'est-ce qu'on a sur la bouteille ? Beaujolais blanc. Exactement. Jean-Paul Brun, donc de 2015. Ça s'appelle les Terres Dorées. Exactement. Et puis ce qui est écrit sur la bouteille, ce qui est intéressant, on y reviendra, il a marqué vinification bourguignonne. Je dirais qu'il y a aussi maintenant une approche
à la fois marketing, mais surtout de vinification qui est de plus en plus présente en Beaujolais. Je pense qu'il nous reviendra. Et Jean-Paul Brun, c'est quelqu'un d'assez intéressant parce qu'il incarne un petit peu l'évolution du Beaujolais. Il a repris une exploitation de 4 hectares à son père qui faisait tout en termes d'agriculture, de l'élevage, des légumes, des fruits et un peu de vigne, mais c'était plutôt pour une consommation personnelle. Et il a évolué vers 10 fois plus, c'est-à-dire 44 hectares en 100%, je dirais, plantés en vigne. Et c'est une des personnes maintenant les plus connues et reconnues dans le domaine du Beaujolais. Donc l'idée, c'est le Beaujolais est parti vers de nombreuses petites exploitations qui faisaient des petits vins, je dirais, familiaux, vers maintenant du 100% planté en vigne pour la France, mais aussi le grand export, parce qu'on trouve maintenant du Beaujolais sur les meilleures tables de New York ou Tokyo. La part du primeur, justement, du fameux Beaujolais nouveau, là-dedans, c'est mineur. Je crois que j'ai lu, c'est 1/3 globalement de la production. À peu près, ouais. C'est un tiers. C'est à la fois considérable et en même temps, c'est pas la majorité du vin qui est produit en Exactement. Beaujolais. C'est 1/3 de la production et 99% du battage médiatique. C'est ça. C'est ça. Mais le 2/3 du Beaujolais sont plutôt en cru et en Beaujolais village et Beaujolais nouveau. En cherchant un petit peu, moi j'ai eu le sentiment que ce qu'on perçoit comme un peu un boulet au pied des bons vins de Beaujolais, qui est ce Beaujolais nouveau, c'est aussi quand même une notoriété de la marque qui est monstrueuse. Et on trouve des chroniqueurs vins américains qui font des papiers sur d'excellents crus du Beaujolais, en commençant par expliquer, il n'y a pas que le Beaujolais nouveau, tout ça. Vous connaissez Beaujolais, mais voilà, parlons du Gamay, parlons de ça. Donc finalement, c'est aussi une chance, évidemment. Oui, ça a permis c'était un grand point marketing, ça a permis de vendre le Beaujolais aux 4 coins du monde, de porter un petit peu la France à l'autre bout du monde sur un événement festif. Vous avez des gens comme Georges Duboeuf qui ont été des personnages un peu clés de cette région. Il est central dans cette histoire de Beaujolais nouveau. Il est central, raconte-nous ça. Il fait toujours vivre beaucoup de viticulteurs et beaucoup de vignerons et beaucoup de caves coopératives dans le Beaujolais. C'est lui qui a inventé le principe de ce vin primeur en fait, hyper médiatique. Le primeur, enfin l'expression Beaujolais nouveau, enfin le vin Beaujolais nouveau est arrivé en 1950. Et puis dans les années 50, en fait, Georges Duboeuf a été un peu visionnaire parce qu'il a commencé en fait à regrouper des producteurs du Mâconnais et du Beaujolais en coopérative, si vous voulez, pour vinifier, acheter des raisins et puis produire sur une base avec beaucoup de volume. Et puis il s'est associé avec des grands noms de la gastronomie française comme Bocuse, comme Blanc, pour mettre en avant, donner une crédibilité, notamment en France, mais aussi à l'international, à la région. Et à une époque, dans les années 70 et 80, il y avait des cargaisons de Beaujolais qui partaient un peu aux 4 coins du monde dans des avions, notamment au Japon. Au Japon, on dit toujours ça. Voilà, les Japonais sont fous de ce vin. Les Japonais sont fous de ce vin, aux États-Unis aussi. Georges Duboeuf, au début des années 2000, on parle de 25 millions de bouteilles. C'est monstrueux. Voilà. Donc c'est quand même c'est pas rien. Donc il y a tout, hein. Il y a des crus, il y a du primeur. Les vins sont de bonne facture. C'est quelqu'un qui a installé aussi. Tu veux dire qu'il y a de bons Beaujolais nouveaux ? Il y a de bons Beaujolais nouveaux. Où est-ce qu'on les trouve ? Il faut aller sur place. Il faut aller sur place. Il faut prendre le Georges Duboeuf déjà, il n'est pas mauvais. D'accord. Non, c'est vrai, hein, c'est pas des mauvais vins. Certains sont très mauvais. Loin s'en faut. Et puis c'est des gens qui ont aussi travaillé sur la qualité parce qu'ils avaient tout intérêt, surtout quand vous vous associez à des gens comme Bocuse ou comme Blanc, il faut que la qualité soit là. Qui sont des voisins, on peut le dire. Qui sont voisins. Et puis au début des années 90, Georges Duboeuf a installé à Romanèche-Torin, donc qui est un peu la patrie du moulin à vent, a installé en fait le hameau du vin, qui est un sorte de musée. Voilà, musée du vin. Ouais. Musée du vin dédié en fait au Beaujolais, au Gamay, où les gens peuvent venir visiter, déguster. Après j'ai lu aussi que Georges Duboeuf, au-delà d'être le héros marketing, je dirais, du Beaujolais dans le monde et d'avoir aussi aidé à sa qualité, avait un nez hors du commun et des papilles hors du commun. C'est-à-dire qu'apparemment, c'est un super dégustateur. Donc, les 3 grandes qualités, c'est d'être marketingement intelligent, donc en avance. Deuxièmement, d'avoir quand même des qualités gustatives hors du commun.
très clairement, et aussi d'avoir continué à travailler sur le marketing, parce que c'est lui qui a lancé les étiquettes à fleurs, je ne sais pas si vous voyez, il a avec des fleurs de pivoine, etc., qui font l'écho un petit peu aux saveurs du vin Beaujolais, et donc il a été marketingement en avance, très fort gustativement, il a aussi rassemblé les gens, et puis il a été continué à être fort en marketing, en libéralisant l'étiquette. On avait avant juste les appellations, les noms. Et là, il y a des fleurs. Enfin, je crois que c'est le premier qui a lancé véritablement les étiquettes qu'on voit aujourd'hui, qui sont assez libéralisées. Donc, il a été précurseur sur pas mal de thèmes. Donc, donc on lui doit quand même la notoriété du Beaujolais. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui travaille quand même avec à peu près 400 vignerons, avec une vingtaine de caves coopératives. Donc, c'est quelqu'un qui pèse dans l'économie du Beaujolais. Tu m'as tendu une perche, Patrice, en parlant de dégustation. On va déguster ce vin, les Terres Dorées de Jean-Paul Brun. Donc ouais, Jean-Paul Brun, donc qui fait pas mal de vin. Alors lui, il est sans être défini comme bio ou en biodynamie, il essaye de travailler plutôt naturellement, c'est-à-dire plutôt avec du cuivre, du soufre, pas trop de produits phytosanitaires. C'est la première chose. Et deuxième approche, il a plutôt, alors je ne sais pas si c'est le moment d'en parler ou pas, mais il vinifie plutôt à la bourguignonne. Parlons-en, on est libre. Globalement en élevage long. Donc je me tourne vers mon voisin Philippe, qui est plutôt plus vinificateur que moi. Que nous tous, on va dire. Voilà, c'est ça. Quelles sont les particularités, Philippe, Alors, tu mets le doigt sur un truc déjà. Il y a deux façons de vinifier. À la bourguignonne, donc les voisins du Nord, ou à la beaujolaise. C'est ça. Ouais, je pense que en fait, ces spécificités-là, elles ont plus trait en fait à la vinification des vins rouges. Sur les vins blancs, notamment pour le chardonnay, je pense que Jean-Paul Brun, c'est quelqu'un qui va travailler avec des fermentations sous bois. D'ailleurs, au premier nez, ça se sent. En revanche, sur les vins, sur les vinifications pour les vins rouges, il y a deux façons de travailler. Donc la méthode beaujolaise, donc classique, pour des vins primeurs, ça va être de la pure macération carbonique, c'est-à-dire que vous avez des grappes entières qui sont mises dans une cuve. Sans éraflage. Sans éraflage, donc on laisse les baies sur la rafle. On ferme la cuve et on remplit en fait la cuve de CO2. Donc c'est une fermentation qui commence de façon ce qu'on appelle anaérobie, sans oxygène, où en fait, la baie se dégrade elle-même par des enzymes qui sont contenues dans la baie, et c'est ce qu'on appelle une fermentation intracellulaire, et qui relâche en fait du jus, et la deuxième fermentation alcoolique peut se mettre en place. Donc ça donne des vins assez fruités et très, très peu tanniques. Voilà. Et après, vous avez ce qu'on appelle une fermentation semi-carbonique, qui est la vraie fermentation, la vraie macération beaujolaise, qui est la fermentation que vous trouvez dans des crus du Beaujolais, où vous avez à la fois en fait l'action du dioxyde de carbone qui consomme les raisins de l'intérieur, et puis ensuite avec le poids de la vendange, le jus en fait qui est relâché par le poids de la vendange en fait effectue sa fermentation alcoolique normalement en relâchant du CO2 qui protège toute la cuve. Voilà. Mais bon, et la on est déjà dans la technique. Et la bourguignonne, donc plutôt disciple, ce qu'utilise Jean-Paul Brun, on a plus tendance à érafler. Des macérations froides. Voilà, on a plus tendance à érafler, macération froide, et puis un élevage sous bois plus long. Où là, effectivement, on a un peu moins de fruits, mais on a un aspect en général un peu plus velouté, un peu plus équilibré, un peu plus long des vins. Bon, ça c'est les grandes tendances. Donc Brun est dans cette veine-là pour ses blancs et pour ses rouges. D'ailleurs. On va revenir sur ces histoires de macération. On y reviendra. On y reviendra sans doute parce qu'on a quelques rouges à goûter, évidemment. On avait fait déjà le coup sur la vallée du Rhône. On va commencer par un blanc, ce petit voyage en Beaujolais. Comme tu le disais, c'est seulement 2% de la production, mais bon, un peu comme un repas, on commence par un blanc parce qu'on aime bien ça. Puis en plus, c'est un blanc qui a l'air assez intéressant. On l'a versé. Au premier nez, Philippe, tu disais d'emblée, on sent le bois. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, petite innovation, nouveauté dans la terre à boire. On a une petite fiche de dégustation. Messieurs, vous allez travailler un petit peu pour essayer de mettre des mots sur ce qu'on goûte. La fiche de dégustation, je l'ai shippée sur Internet et je salue le site qui s'appelle fideldebacchus.com. Ils ont fait un petit topo parfait, fiche de dégustation avec le nez, la famille d'arômes, la bouche,
l'œil évidemment pour commencer, et puis avec un petit lexique qui va bien juste après. Donc ça, pour les amateurs dégustateurs que nous sommes, ça va être un support parfait. Voilà, bon, je ramasserai les copies à la fin de l'émission. C'est pas non plus un examen, mais ça va être un bon support. Le nez, qu'est-ce qu'on peut en dire, Laurent Delso, qu'on n'a pas entendu jusqu'ici? On commence par le nez, vraiment? Ou l'œil, pardon. Oui. Voilà. Ah, Il t'a rattrapé par la patrouille, Romain. Oui, non, mais attends. Si tu ne suis pas ta propre fiche, Romain. Mon truc, c'est la radio, c'est pas le vin, il faut que je le dise. On est perdu. Eh bien, donc nous sommes sur un vin blanc. C'est déjà une bonne découverte. Il a une couleur légèrement dorée, je dirais, un jaune légèrement doré. Il est pour le coup tout à fait transparent, une belle limpidité. Donc voilà pour ce qui est de l'œil. Après, au nez, bon, je pense qu'on l'a déjà évoqué, effectivement. Pour moi, c'est un nez qui indique un élevage bois. Ça veut dire que directement, tu sens le bois, ou comment ça se passe? C'est l'expérience d'avoir senti des bois, des vins élevés sous bois. Il y a quand même des notes un peu toastées, un peu noisetées, un peu grillées. Un peu grillé. Ces fameux arômes empyromatiques. Voilà, c'est ça. C'est peut-être effectivement un peu trompeur que de dire on sent le bois, parce que c'est certainement pas des odeurs de bois. Ouais, c'est ce que je voulais entendre. Comme Philippe l'a précisé, on est plus sur du toasté. Vous êtes des experts, alors vous utilisez des termes d'experts, mais en fait, voilà. Mais encore faut-il comprendre. Ces arômes-là indiquent effectivement un élevage sous bois d'une façon ou d'une autre. On a aussi du fruit, quand même. Je pense qu'on est sur des fruits qui sont assez mûrs. On a une belle maturité du chardonnay là, et donc on a des fruits à chair blanche. Pêche, pour moi. comme ça. Voilà, de la pêche. Ça va bien. Peut-être un peu de groseille à maquereau, moi je dirais, mais bon. De quoi, pardon? Groseille et maquereau. Groseille et maquereau, d'accord. Oui. Il n'a rien à voir avec les poissons. C'est un vrai fruit. Il n'a rien à voir avec une groseille et puis un maquereau. Non, c'est pas ça. Blanches. Non, il est assez agréable. Je pense qu'il est fait pour être bu assez rapidement. Il n'y a pas trop de tension ou d'acidité. C'est un 2015. Tu l'as trouvé? Au nez, pas vraiment de minéralité, non, effectivement. Là encore, Philippe le précise, on est sur une année très solaire. Et très riche. C'est un bon millésime, mais qui est très riche. Enfin, c'est un millésime particulier pour le Beaujolais, ou même pour toute la France. Il y a quand même eu une grosse canicule. D'accord. Et puis surtout des températures qui ont été bien au-dessus des 40. Est-ce que ça crée les mêmes conditions un peu qu'en 2003 Peut-être pas aussi extrême? Non, pas aussi extrême. Il y a eu de la pluie 15 jours avant la vendange. Qu'est-ce que ça donne du coup au niveau des vins? Quand vous avez conséquences? Quand vous avez des températures au-dessus de 40 degrés, il y a des blocages de maturité, et puis les raisins cuisent. Donc ça concentre beaucoup les sucres. Donc du coup, vous avez plus de richesse, et il faut faire très attention à la date où vous cueillez les raisins, parce que sinon vous êtes en surmaturité et vous allez avoir des vins qui sont très déséquilibré entre le niveau d'acidité et le niveau de sucre. On va perdre cette acidité, cette tension, voilà, qui est aussi, notamment sur les blancs, un moyen de garder les vins et de les faire vieillir, c'est ça? Après, vous avez un choix de vinificateur qui est de voir comment il faut gérer ce qu'on appelle la fermentation qui succède à la fermentation alcoolique, qui est la fermentation malolactique, et qui comporte aussi un risque de faire encore perdre de l'acidité au vin. Voilà. Donc c'est une année particulièrement difficile, compliquée à travailler pour C'est une très belle année d'une manière générale, mais après le risque et la tentation pour certains vignerons, c'est d'aller, notamment pour les rouges, d'aller très loin dans les maturités, dans l'extraction, pour faire des vins, faire des grosses bêtes. Des vins robustes. Et perdre un peu d'acidité et de fraîcheur. Quoi. Ça, on se retrouve face à des vins un peu plats. Sur le blanc en particulier, c'est l'acidité quand même, c'est la fraîcheur qui fait partie, qui est une partie constituante du vin blanc qu'on attend en tout cas en tant que qui va donner le relief, si je qui donne une tension, qui donne la disparition de l'acidité
donnent des vins qui sont un peu... dont on se contente d'un verre facilement. C'est un peu le danger, on a évoqué ça dans nos épisodes sur les vins du Rhône, mais le danger des vins blancs du Rhône... Sur le Kéran blanc de Richaud qu'on avait goûté. C'est effectivement la difficulté de maintenir cette acidité. Donc, moi j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que le fait d'être en monocépage par rapport à un vin d'assemblée blanc permet pas d'être un peu plus droit ou vertical par rapport à ça? Parce que par rapport au vin de Richaud qu'on avait goûté l'autre jour, on était quand même il y avait des cépages un peu plus gras, etc. Est-ce que le fait d'être en monocépage aide pas? C'est une question que je pose comme ça. Bon, on y répondra peut-être une prochaine émission. Non, ou si un auditeur veut. Tout à fait. Première réaction par rapport à ça, l'avantage du Rhône, enfin des assemblages justement, c'est de pouvoir jouer sur les différents cépages qui ont des caractéristiques différentes, et notamment des acidités plus fortes ou moins fortes. Alors que effectivement, si tu es sur un monocépage, le réglage va être plus fin, quoi. Il faut vraiment que tu aies vendangé ce raisin-là au bon moment. Finalement, le vigneron a moins de paramètres sous la main, moins de curseurs à faire varier, donc c'est peut-être encore plus un numéro d'équilibriste. Ça dépend pour moi uniquement là, de sa date de vendange, de la mesure de son raisin, parce qu'en fait, on ne décide pas la date de vendange sur un coup de tête. C'est vraiment le vigneron qui est dans sa vigne et qui goûte ses raisins de façon régulière et qui détermine, alors en plus il le fait, il peut l'envoyer au laboratoire. Il le fait analyser, ouais. Mais il mesure l'acidité, et c'est donc de regarder comment évolue la courbe de l'acidité par rapport à la courbe des sucres. Et c'est de trouver le bon moment. Après, il y a d'autres critères qui sont ceux de la météo, évidemment, parce qu'on n'a pas envie de vendanger quand il a plu, enfin quand sous la pluie, et quand les baies sont humides. Et on n'a pas le Mistral ici qui assèche la vigne. Et on n'a pas le Mistral qui assèche la vigne. Donc on a ce risque d'humidité, voire de moisissure, de pourriture. Ouais, souillure en arrivant sur la vendange, en arrivant au chai. Ouais. Donc là, ça présage d'un problème au moment de la vinification. Il va falloir trier. C'est trier. Les risques d'infection fongique, des choses comme ça. Infection fongique, des champignons qui viennent perturber un peu le travail. On l'a bien regardé, on peut le sentir, on peut le goûter un petit peu. Qu'est-ce que vous avez à en dire? Le gros blanc de la dégustation multiple. On s'est dit, on va mettre un dégustateur de plus autour de la table pour éviter les blancs. Puis non, en fait, tout le monde goûte son vin quand même au même moment. Et du coup, ça fait ce gros blanc si peu radiophonique. Non, c'est effectivement pour moi, c'est un bon vin, un très bon vin. Effectivement, je pense que le fait que l'acidité soit relativement basse dans ce vin, c'est lié au millésime et puis au climat, fait qu'on a une persistance en bouche qui est assez moyenne. Il reste pas très longtemps. Je pense qu'il a poussé la fermentation malolactique vraiment très à fond. C'est-à-dire la transformation des acides lactiques en acides, des acides maliques en acide lactique. C'est le cours de chimie là. C'est un peu un cours de chimie. Donc, dans les blancs, en fait, sur le chardonnay, en général, on laisse ce qu'on appelle la seconde fermentation se faire. Donc, une fermentation malolactique qui dégrade l'acide malique, donc qui donne ces arômes un peu verts, des pommes vertes, et qui les dégrade et qui sont dégradés en acide lactique, donc qui donnent ces impressions un peu de crème, de beurre. Et puis de noisettes, il y a vraiment le goût de noisette dans ce vin. Et puis brun, alors je ne sais pas s'il a poussé la malo, mais il a plutôt tendance à vendanger les raisins à assez forte maturité. Donc je ne sais pas s'il l'a fait encore en 2015, c'est un peu sa tendance. C'est possible. Ce qui peut souligner encore le côté, effectivement assez peu long en bouche, mais moi je trouve très, très complet, très équilibré. Globalement avec pas mal d'arômes classiques qu'on va retrouver un peu en Bourgogne quand même. Donc il y a des fruits blancs, il y a de la pêche. Alors après, est-ce qu'il y a une différence par rapport à un chardonnay j'allais y venir blanc, exactement, les voisins. Oui, il y a moins d'acidité, il y a moins de minéralité quand même que sur un Chablis, mais ça c'est facile. Après, par rapport à des, je sais pas, Saint-Romain par exemple, ou Pernand, qui sont des vins qui font un peu la synthèse justement dont je parlais dans mon intro entre minéralité et fruits.
Ouais, c'est ça. Alors que le Chablis est vraiment très minéral. On est quand même sur un... Ouais, c'est un chardonnay un peu plus sudiste quand même, qui est un peu plus solaire, mais il est un peu plus sudiste. Ça veut dire il a moins de verticalité, il a moins d'acidité, il a moins de peps. J'ai encore bu il y a quelques jours un Pernand de base blanc, donc un chardonnay. Il y a quand même un côté hyper droit, hyper immédiat, où on a quand même une intensité, un petit côté pas pétillant, c'est pas le mot, mais très très direct en bouche que là on n'a pas. On a vraiment tout de suite la rondeur et le côté complet, on va dire, de la bouche. Mais il n'y a pas de côté droit au but ou de verticalité qu'on peut retrouver dans le Chablis ou le Pernod, je trouve. C'est un très bon vin de plaisir, en tout cas. Alors, moi, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais au nez, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus gourmand qu'il n'est en bouche. Tu veux dire qu'en bouche, il est plus gourmand ? Il l'est moins, à mon sens. Ah, le nez t'annonçait quelque chose que tu ne trouves finalement pas trop ? Ou finalement, il y a plus d'acidité, contrairement à... C'est vraiment une question de perception. Mais je trouve qu'il y a plus d'acidité que ce que j'anticipais en le sentant. Et moi, j'ai eu un choc en le buvant. Ah oui. Parce que j'ai trouvé que ça délivrait pas du tout ce que ça promettait au nez. Donc c'est intéressant. Avec quoi on le boit ? Un défaut. C'est pas un défaut, c'est une caractéristique de ce vin-là, de ce Terre Dorée 2015 de Monsieur Jean-Paul Brun. Alors Terre Dorée, le domaine c'est Terre Dorée et l'on est sur un Beaujolais blanc, c'est-à-dire l'appellation de base. L'appellation c'est Alors, Beaujolais. Juste pour info, donc on peut le trouver, alors moi c'est pas très loin de chez moi, c'est pour ça que j'y vais souvent, mais on peut le trouver à 16, c'est toi le régional de l'étape. 16-17 euros. Cette fois-ci. 16-17 euros, moi j'ai trouvé à 16-17 euros à l'ébéniste. L'ébéniste du vin. Encore l'ébéniste du vin qu'on a déjà cité dans un On précédent. leur demandera des filles, des copyrights bientôt, mais s'ils travaillent bien, on fait leur pub. Voilà, on ne demande rien en échange. Non, bien évidemment. Et donc voilà, c'est un 16-17 euros. Ok. Caviste. Pour un bon petit Beaujolais blanc. Et puis là, pour le coup, c'est un peu surprise. Vous accueillez les gens avec un Beaujolais blanc, c'est pas forcément ce qu'on présente le plus souvent. Beaujolais, on associe tout de suite le gamay, le rouge, dont on va parler dans les prochains épisodes. Avec quoi on le boit, si on doit manger Je vais pas revenir avec mon histoire de l'apéro. Est-ce qu'on le boit en apéro ou pas ? Moi, j'adore les vins blancs à l'apéro. Mais qu'est-ce qu'on mange avec ça ? Une volaille à la crème. Volaille à la crème ? Ou un poisson blanc. Je pense qu'il faut jouer l'étape, c'est-à-dire là, je le verrais bien sur des quenelles. Ouais. La gastronomie locale. Les quenelles lyonnaises. On est dans les vins de Lyon, en fait. C'est un truc qu'on n'a pas dit, ça, Beaujolais. C'est le vignoble qui est le plus proche de la ville de Lyon, qui est la capitale, on va dire, de la gastronomie en France. En tout cas, une grande capitale avec des grands chefs. C'est le vin des bouchons lyonnais. C'est le vin des bouchons lyonnais. Oui, le Beaujolais, oui. Ben voilà, écoute. Ce vin de la maison Jean-Paul Brun est en tout point excellent. On lui a trouvé une belle rondeur, peut-être pas une immense longueur en bouche, mais c'est un vin de plaisir qu'on va déguster avec des quenelles par exemple. On mange pas assez de quenelles, pas souvent, et pourtant c'est très bon. C'est très bon, des quenelles de brochet, des quenelles au poulet. Le plus souvent c'est du brochet, avec une sauce. Une bonne sauce blanche. Une bonne sauce blanche. Alors pas tout à fait la sauce blanche de salade tomate oignon, une autre sauce blanche qu'on trouve dans les bouchons lyonnais. Merci messieurs, ce 5e épisode de La Terre à boire se termine. On a donc goûté ce Beaujolais blanc de la maison Jean-Paul Brun. On s'est régalé. On va continuer notre petit voyage en Beaujolais avec un petit brouillis la prochaine fois. Il y aura également du moulin à vent, il y aura également du morgon, et puis on parlera sûrement des autres appellations. Je remercie Goum qui nous prête son magnifique studio dans lequel on déguste des vins. Et je remercie tous les auditeurs qui sont déjà quelques-uns à laisser des petits commentaires sur iTunes, à mettre leur petite croix, certains à émettre leur avis sur Twitter. Et je vous invite, vous aussi, à émettre vos avis sur Twitter, sur iTunes, sur SoundCloud au chapitre de La Terre à boire. L'adresse Twitter c'est @La Terre à boire, évidemment, tout attaché. On attend vos commentaires, vos propositions de vin, vos critiques, vos insultes, non pas vos insultes, vos commentaires d'une manière générale. Et surtout, si vous avez envie qu'on déguste un vin et qu'on teste un vin et qu'on en parle à l'antenne, n'hésitez pas à nous faire vos propositions. Eh bien écoutez messieurs, merci. Merci. À très bientôt. Merci. À bientôt. Allez, bye bye.